Bonjour, soyez bienvenus à une webconférence sur le sujet e-learning bureautique, le moteur de la transition vers l'entreprise 2.0, que Bisuko, un site communautaire international, organise en collaboration, en partenariat avec la société Vodéclic, qui représente la nouvelle génération du e-learning bureautique. Et surtout, je voudrais donner la parole à la présentateur, à Monsieur Gabriel Morisson, le cofondateur et directeur des opérations chez Vodéclic. Donc maintenant, c'est le temps de donner la parole et l'écran à Monsieur Morisson. Oui, merci, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Donc on va commencer ce webinaire. Alors le titre du webinaire a légèrement changé par rapport à celui proposé à certains d'entre vous qui étaient sur le MOOC d'entreprise. Il faut savoir que ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment justement de la place du digital dans les organisations et de comment ce digital dans les organisations va changer les pratiques de formation en prenant l'exemple du e-learning bureautique. Donc vous allez y retrouver beaucoup de concepts autour du MOOC et des places sur le changement de la formation, donc vous inquiétez pas sur le sujet. Donc notre titre aujourd'hui, c'est donc bien e-learning bureautique, le moteur de la transition vers l'entreprise 2.0. Il faut savoir que, bon, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Gabriel Morisson. Comme on vous le disait, je suis un des cofondateurs et directeur des opérations. C'est-à-dire que je dirige l'ensemble des ventes du produit chez Vodéclic qui sont intrinsèquement liés chez nous. Alors, ce qu'il faut savoir en termes d'ordre du jour, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement, excusez-moi pour la petite alerte, je vais vous présenter très rapidement Vodéclic, que vous ayez conscience de qui on est. On va ensuite parler du contexte 2.0, c'est-à-dire la place aujourd'hui des outils 2.0 dans notre quotidien. On s'intéressera ensuite au concept d'entreprise 2.0. Tout le monde parle aujourd'hui de digitalisation des organisations, de modification des organisations. Mais qu'est-ce que c'est que l'entreprise 2.0? Quelles sont les perspectives associées? Troisième point, on mettra en perspective la formation et l'entreprise 2.0 en prenant l'exemple du e-learning bureautique sur lequel on a particulièrement des choses à vous expliquer. Et puis cinquième point, on passera à un temps de questions-réponses. Alors néanmoins, si vous avez des questions en cours de webinaire, surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre. Vous posez une petite question en bas à droite dans le module questions qui est à votre disposition et vous posez vos questions en direct. J'y répondrai avec plaisir. Ça fera quelque chose de plus interactif et plus intéressant. Donc vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau. Alors, on va passer donc à la première partie. Qui sommes-nous? Donc Vodéclic, on est aujourd'hui une application SaaS en 5 composantes. En fait, on propose un service qui va être à base de 18 000 modules de formation, des services pédagogiques sur de l'évaluation des exercices, système de bloc-notes, tout un tas de systèmes de gestion et de reporting qui vont vous permettre de valider le ROI de vos formations sur la bureautique et le digital, et tout un tas d'outils de déploiement et d'intégration qui vont permettre à l'outil de se déployer automatiquement dans vos organisations. Il faut savoir aujourd'hui que Vodéclic, c'est un catalogue disponible en 6 langues, français, anglais, espagnol, brésilien, mandarin et allemand. C'est une société qui comporte un peu plus de 25 collaborateurs et qui a donc cette double spécialisation, le e-learning et la bureautique et le digital. On a aujourd'hui un peu plus de 4000 clients dans le monde. Quelques références clients, voilà, on travaille avec le groupe Thales, le groupe Prisma Media, L'Oréal, Siemens, Bayer, BNP Arval, et dans tous ces cas, on forme l'intégralité des collaborateurs de ces sociétés, hein, donc, un peu plus de 65 000 par exemple chez L'Oréal sur les 5 continents, aux outils digitaux et à la bureautique. Je vais donc maintenant passer à la première partie clé de notre webinaire, qui est la compréhension aujourd'hui du contexte 2.0. Le contexte 2.0 aujourd'hui, il est assez facile à définir quand on regarde une étude fournie par le cabinet Deloitte sur la variation des équipements informatiques des Français et des Européens. Cette étude, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus de 20% des collaborateurs des entreprises françaises et européennes qui déclarent avoir un PC portable, un smartphone, une tablette et un PC fixe. Les 4 éléments, ils en disposent, c'est les 20% au centre. Mais vous voyez que vous avez un peu plus de 55% des Français qui déclarent aujourd'hui avoir un smartphone. Ce 55%-là, il faut le mettre en perspective avec le chiffre d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était 10%. On a donc une accélération massive du taux d'équipement des Français et surtout du taux d'équipement des Français qui leur permettent d'accéder à Internet en mobilité.
Et justement, ça c'est une évolution très intéressante. Il faut savoir aujourd'hui que vous avez 74% des Français qui déclarent dans l'étude du CREDOC, hein, qui est une étude vraiment très intéressante et que je vous invite à lire attentivement sur l'évolution du numérique en France. Cette étude, elle démontre que 74% des Français ont une solution pour se connecter à Internet via un PC en mobilité ou un smartphone. Donc on est vraiment dans une situation où l'Internet mobile, l'accès au web, est devenu une constante pour les utilisateurs. Deuxième élément important, vous avez une explosion de ce qu'on appelle les usages en bureautique. C'est-à-dire que les usages 2.0, les usages du digital, ont explosé en termes d'utilisation. Là, je vous ai sorti toujours l'étude du CREDOC sur les usages des Français en mobilité, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Là où en 2010, 12% des Français déclaraient se connecter régulièrement sur Internet en mobilité, ils sont maintenant 37% à le faire, donc depuis leur smartphone. Vous avez 30% des Français qui consultent leur courriel en mobilité. Et vous en avez 29% qui déclarent télécharger régulièrement des applications. Donc là, on voit bien que les usages 2.0 se développent à partir du smartphone de manière très rapide. Et donc, ces utilisateurs-là, c'est les utilisateurs que vous avez maintenant dans vos organisations. C'est ça qui est extrêmement important. C'est que avoir des utilisateurs qui ont un smartphone dans leur poche, qui, quel que soit le niveau de sécurité de votre système d'information, peuvent accéder avec leur smartphone à Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est des utilisateurs légèrement différents, vous me passerez l'expression homme de Cro-Magnon de la bureautique, hein, c'est-à-dire des gens qui ne savaient absolument pas servir d'un ordinateur qu'on avait dans les années 80-90. On a des utilisateurs qui sont devenus totalement différents. Et ces utilisateurs qui sont devenus totalement différents, ils attendent de leur organisation et de l'organisation de la formation de nouvelles choses. Alors, on va faire un petit sondage ensemble, hein, qui va vous permettre de participer à ce webinaire. Ce sondage, ça va être le suivant. On va vous demander si vous utilisez vos équipements personnels dans un contexte professionnel. Donc je vais laisser Bissoko lancer le sondage. Vous allez pouvoir le voir et y répondre. Pendant que ce sondage va vous être posé, je continue la présentation Vodéclic. Donc la présentation, donc là, cette slide, elle a justement pour vocation de s'interroger sur ce mix entre les usages privés et les usages professionnels. Ce mix entre les usages privés et les usages professionnels il est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, des équipements personnels peuvent servir au bureau et inversement. Je vous en donne deux exemples. Là, vous avez 50% aujourd'hui des Français qui déclarent consulter régulièrement leurs emails et personnels ou l'Internet personnel au bureau. 50%, je pense d'ailleurs que c'est un chiffre qui est légèrement sous-estimé, mais c'est intéressant. Et de l'autre côté, vous en avez 39% des Français qui déclarent depuis des appareils personnels accéder à des outils professionnels. On voit bien qu'il y a donc un mixte des usages entre des usages privés et des usages professionnels, et que ce mixte d'usages a pour conséquence nécessaire qu'il y a une confusion entre les frontières privées et professionnelles. Je vous donne un exemple. LinkedIn, qui est un réseau social professionnel que vous devez connaître. J'utilise à titre perso, j'utilise à titre professionnel. Je l'utilise pour moi, je l'utilise pour l'entreprise. On voit bien qu'il y a une confusion entre ces sphères privées et professionnelles qui s'est instaurée, confusion qu'il faut réussir à amoindrir dans un certain nombre de cas pour favoriser un dialogue social apaisé, mais confusion qui a également des conséquences pour les utilisateurs, bien évidemment. Élément complémentaire, vous avez aujourd'hui 30% des collaborateurs qui déclarent regarder leurs emails avant de se coucher. Alors je pense personnellement que c'est une très mauvaise méthode de gestion du stress que de faire ça. Consulter ses emails professionnels avant de se coucher, c'est pas la meilleure manière de dormir tranquillement. Néanmoins, les utilisateurs le font, et donc ça démontre bien, vous avez des gens aujourd'hui qui ont accès à leurs emails pro à la maison. Je le répète, hein, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, hein, je suis à votre disposition pour y répondre. Mais alors, ce concept du 2.0, on l'a bien vu ensemble, mais des entreprises 2.0, ça existe ou pas aujourd'hui? Il y a une étude très intéressante de l'école de management de Grenoble qui permet de voir où on en est sur le 2.0. Aujourd'hui, vous avez 90% des entreprises, quand vous les interrogez, qui disent qu'elles ont un projet 2.0. C'est un premier point qui est important. Il n'y a pas de retard français sur le sujet. C'est-à-dire que quand vous interrogez ces entreprises qui sont des entreprises du SBF 120 ou du CAC 40, elles sont dans les temps au niveau mondial sur ces projets 2.0. Les accès aux outils 2.0 sont en général beaucoup moins bloqués qu'on le pense. Il faut savoir que dans 75% des entreprises du CAC 40, vous pouvez aujourd'hui accéder à Twitter, LinkedIn et Facebook. 75%.
Donc on voit bien qu'on parle toujours de contrôle de la SI, de la DSI et du fait qu'on a peu accès à ces outils, etc. Ce n'est pas nécessairement vrai. Le concept du 2.0 ensuite est très mal connu des dirigeants. C'est-à-dire que c'est un concept aujourd'hui qu'on emploie un petit peu partout, à tort et à travers, mais au final, les dirigeants ont du mal à faire de ce concept quelque chose de clair et de réapplicable. Et les entreprises, quand vous les interrogez sur est-ce que vous voyez un lien entre 2.0 et e-learning, elles disent non. Alors je pense qu'avec le phénomène des MOOC, c'était quelque chose qui devrait changer. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est quand même très intéressant. Il n'y a pas de lien aujourd'hui fait clairement entre on passe à une organisation 2.0 et on passe au e-learning. Comme si l'organisation 2.0 n'allait pas avoir de conséquences sur la formation. Chose quand même assez extraordinaire. Alors, on va d'abord maintenant passer à une partie sur l'entreprise 2.0, définition et perspective. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le 2.0, c'est employé partout, à tort et à travers, et on ne sait plus tellement ce que ça veut dire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est des choses bien précises qu'il faut avoir en tête pour savoir quel concept on est en train de manier ensemble. Premier élément, on va définir ensemble le Web 2.0. Qu'est-ce que c'est que le Web 2.0? Le Web 2.0, d'abord, c'est un individu au centre du dispositif. Je vous rappelle que c'est pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, les gens n'ont pu émettre de l'information que dans un cercle restreint et que dans un cercle limité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient l'émettre dans leur cercle privé, mais pas dans un cercle large. Mais aujourd'hui, avec le web, les gens sont acteurs d'une information de manière beaucoup plus importante et peuvent la diffuser. Alors il y a deux questions, donc je vais m'interrompre pour y répondre. Et le 3.0, c'est quoi? Le 3.0, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une bonne question. Le 3.0, c'est ce qu'on appelle le web cognitif, où on serait dans une situation où les plateformes deviennent intelligentes et comprennent ce qui est demandé en permanence par l'utilisateur et sont capables de le décrypter. Mais c'est un concept qui quand même reste très flou, et donc on va en rester sur le 2.0 pour aujourd'hui. Quel est l'avenir du e-learning par rapport au développement que connaît le phénomène des MOOC? Mais je suis 100% d'accord avec vous, monsieur. Le phénomène des MOOC va remplacer le e-learning traditionnel. On y reviendra tout à l'heure sur l'analyse de la formation, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que la formation va devoir passer au 2.0. Et passer au 2.0 pour la formation, ça veut dire réappliquer beaucoup de concepts du MOOC. J'y reviendrai tout à l'heure. Le 2.0, c'est aussi des points d'accès multiples. Le 2.0, j'y ai accès depuis mon smartphone, depuis mon ordinateur, depuis ma télévision connectée, j'y ai accès depuis partout, dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. J'ai un accès permanent aux outils. Le 2.0, si c'est une intégration simple et peu coûteuse. C'est-à-dire que quand vous êtes en 2.0, vous vous connectez très simplement. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le service de Facebook Connect, qui vous permet, avec votre compte Facebook, de vous connecter automatiquement à plein de sites internet comme Allociné, mais c'est typiquement ça le 2.0. Je me connecte facilement, c'est simple, c'est plug and play. Le 2.0, c'est un mix d'usage privé et professionnel. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec LinkedIn, mais on pourrait parler de Twitter, on pourrait parler de la suite Office. Tous ces usages, mix de l'usage privé et professionnel, et la frontière entre les deux est de fait par le 2.0 difficile à définir. Quand vous faites une recherche et que vous googlisez quelqu'un, vous tombez sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle à la fois. Point clé du 2.0. Le 2.0, ça évolue en permanence. Si vous vous connectez aujourd'hui sur des services comme Facebook ou Twitter une fois tous les 6 mois, vous aurez une nouvelle interface une fois tous les 6 mois. Ça veut dire que le 2.0 a mis dans ses gènes que le service devait évoluer en permanence, se réadapter, se remodifier. Lancer un projet 2.0 qui est un projet stable, fixe, qui est résolu dans les 3 mois, ce n'est pas un projet 2.0. Un projet 2.0, c'est un projet dans la durée. Et enfin, on passe d'une logique de l'application centrale à l'API. Alors là, c'est un petit peu plus technique, mais c'est quand même extrêmement important à comprendre. Avant, le système informatique d'une entreprise, c'était ça. Une application centrale, en général un bon gros pro-logiciel, sur lequel on avait tous les éléments qui étaient intégrés. Maintenant, une organisation 2.0, c'est ça. C'est une organisation qui passe à l'API, c'est-à-dire plein de petites applications séparées qui vont communiquer entre elles. Pourquoi est-ce qu'on procède comme ça? On procède comme ça parce que ces applications, résultats, vont pouvoir se transmettre de l'information entre elles et vont être beaucoup plus évolutives. Si je veux modifier une chose, je n'ai pas besoin de toucher à tout.
Eh bien, c'est clairement dans cette vision-là que le 2.0 doit être suivi par les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on doit être dans une situation où on a des services qu'on fait marcher ensemble, mais pas un gros service qui cherche à répondre à toutes les problématiques, parce que dans ces cas-là, on est incapable de faire de l'évolutivité, l'intégration devient coûteuse, les points d'accès multiples deviennent complexes. Petit élément d'information additionnel quand même. Il faut savoir aujourd'hui que en 2012, l'humanité a produit plus de données que dans toute son histoire. Et ça, c'est à la fois une cause et une conséquence du 2.0. Vous avez bien lu, en 2012, l'humanité a produit plus de données qu'elle en avait produit dans les 20 ou 30 millions d'années de son histoire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on est dans une situation où le Web 2.0 permet la démultiplication des contenus, mais parce que également, eh bien, le Web 2.0 a été créé pour permettre cette démultiplication de contenu. Cette démultiplication de contenu, aujourd'hui, elle n'est pas gérable en dehors du 2.0 et du collaboratif. Alors, comment est-ce qu'on passe du Web 2.0 à l'entreprise 2.0? Quel axe clé du changement on peut citer à intégrer dans cette logique 2.0? Premier axe, la logique de plateforme et d'application. Aujourd'hui, une plateforme et une application 2.0, c'est quelque chose qui, de fait, s'appuie. C'est-à-dire que, excusez-moi, je n'ai pas été clair, je vais reprendre. Je cherchais à vous dire que le 2.0 s'appuie nécessairement sur des plateformes et des applications. On ne peut pas lancer du 2.0 dans une organisation si on n'a pas lancé un réseau social d'entreprise, ou un projet de visioconférence, ou un intranet collaboratif, ou des outils informatiques. J'ai besoin d'outils informatiques pour lancer le 2.0. Deuxième axe important, c'est un réseau de communication étendu dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on cherche à décloisonner l'organisation. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en même temps sur des projets similaires partout dans l'organisation. Et donc, il faut décloisonner l'organisation. Troisième point, c'est une logique de support communautaire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des communautés qui se créent dans l'organisation et qui ne sont pas prévues à l'avance pour résoudre des problématiques. Quatrième point, c'est un modèle qui favorise l'émergence d'idées. C'est-à-dire qu'on cherche à favoriser l'innovation. Globalement, on se retrouve dans une situation, on a un système informatique qui s'adapte à l'utilisateur et pas l'inverse. Quand je vous dis tout ça, vous vous dites peut-être, mais là ce qu'il est en train de m'expliquer, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est quand même en contradiction avec ce que c'est une organisation avec un management, une direction, etc. C'est très communautaire, c'est très collaboratif. Comment ça s'organise à la fois quelque chose d'aussi communautaire et quelque chose qui en même temps doit respecter une ligne hiérarchique et une ligne de commandement? C'est quelque chose qui n'est absolument pas contradictoire pour nous. Je vais vous donner un exemple en plongeant un petit peu dans l'histoire. Au Moyen-Âge, au XIVe et XVe siècle, vous aviez un système qui est un système féodal avec une royauté, quelque chose qu'on peut qualifier d'extrêmement autoritaire, et pour autant, il y avait énormément d'assemblées représentatives, je le sais bien parce que je les ai étudiées, et vous avez eu plus de 1000 assemblées représentatives qui ont eu lieu au XIVe et XVe siècle au Royaume de France. C'est extrêmement intéressant parce que ça dit que le dialogue, la communauté n'est absolument pas contradictoire avec un système hiérarchique comme on connaît dans nos organisations. Et qu'il ne faut pas voir les deux en opposition, mais au contraire comme des choses qui peuvent fonctionner ensemble et s'améliorer ensemble. Alors qu'est-ce qu'attendent les dirigeants de l'entreprise 2.0? Assez globalement, ils attendent ce qu'on s'est décrit depuis le début du webinaire ensemble. Une coopération plus importante entre les métiers des départements, un accès plus libre à l'information, plus de flexibilité et de réactivité dans l'entreprise, une communication plus importante. Là, vous voyez que dans tous ces chiffres-là, qui sont encore issus de l'étude de Grenoble dont je vous parlais tout à l'heure, on a vraiment une prépondérance à la flexibilité, l'innovation, la communication. C'est vraiment trois mots-clés extrêmement importants. Si vous avez d'autres questions sur mon propos, vous n'hésitez pas. Je suis toujours à votre disposition pour y répondre en cours de route. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un des grands responsables de Bouygues Télécom qui dit la chose suivante. L'entreprise sera 2.0 ou ne sera plus pour longtemps. L'entreprise du XXIe siècle sera une entreprise 2.0. Je pense que c'est extrêmement important ça, parce que en fait, Bouygues Télécom, vous le savez, a rencontré un contexte concurrentiel assez particulier, et on voit bien derrière ça que les organisations doivent passer à ces logiques d'innovation et que c'est indispensable. Et ce contexte d'innovation, il va avoir des conséquences extrêmement importantes dans l'organisation de la formation et son évolution, et ça va être l'objet de notre dernière partie. Alors, il y a une nouvelle question, je vous l'ai dit,
Quelle incidence auront les corporate MOOC dans la formation au sein des entreprises 2.0 ? Vous lancez parfaitement ma partie suivante, donc je vais vous y répondre en texte et en image avec la partie que je vais vous décrire après ceci. Excusez-moi une seconde. Pardon. Alors, e-learning bureautique et entreprise 2.0, et j'aurais pu appeler cette partie d'ailleurs formation et entreprise 2.0, mais je vais prendre le cas du e-learning bureautique pour le détailler un petit peu plus. D'abord, l'entreprise 2.0, qu'est-ce que c'est ? C'est des compétences. Votre entreprise encourage-t-elle le développement de compétences 2.0 quand elle a un projet 2.0 ? Vous voyez que globalement, les entreprises encouragent assez peu le développement des compétences 2.0. Il y a un peu plus de 60% d'entreprises qui déclarent ne pas faire grand-chose. Donc c'est extraordinaire, on passe à des outils 2.0, on est en train d'essayer de changer profondément les organisations, mais on n'encourage pas le développement de compétences là-dessus. Passons justement au mouvement du MOOC. Parce que le mouvement du MOOC, eh bien justement, il apporte beaucoup de choses parce qu'il est le reflet de ce qu'est le Web 2.0 et l'organisation 2.0. Je vous ai fait un comparatif entre les façons de faire des organisations avant et après ce phénomène du 2.0 qui, pour moi, prend corps dans le MOOC. Alors, avant de passer à ce comparatif, je vous rappelle quelques éléments importants. Le MOOC, c'est un phénomène qui a émergé au début des années 2000, qui veut dire Massive Online Open Courses, et qui cherche à changer radicalement le process de formation dans les organisations en passant d'un système où on est dans un système top-down, où c'est une organisation qui décide pour des utilisateurs ce qu'ils vont suivre en formation, à un système beaucoup plus ouvert. C'est né dans les universités américaines. On a des universités américaines qui jusqu'à présent formaient 10 000, 15 000 personnes au maximum par an et qui maintenant ont sur leur plateforme de formation 200 ou 300 000 personnes qui se forment. Et c'est un changement radical dans la formation puisque l'objectif n'est pas forcément que la formation se termine, le taux d'achèvement des formations n'est pas forcément exceptionnel, mais on forme 30, 50, 100 fois plus de personnes. Et là, il faut juste se poser une question dans une organisation. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux avoir 100% de 100 personnes qui finissent une formation, ou il vaut mieux en avoir 20, 30%, mais c'est plus 100 personnes et c'en est 10 000. La réponse est forcément la deuxième. Et ça, c'est extrêmement important dans la logique du MOOC. Il y a deux types de MOOC. Il y a des XMOOC et des CMOOC. Alors vous savez, quand il y a une terminologie marketing, ensuite, il y a des marketeurs qui continuent à bosser dessus et qui le développent. Globalement, je vous en parle parce que ça permet d'identifier des logiques de MOOC, les XMOOC qui cherchent à certifier des compétences, et des CMOOC qui sont plutôt des MOOC ouverts. Mais qu'est-ce que c'est que le MOOC au final? Le MOOC, c'est à la fois des contenus pédagogiques et une plateforme. C'est ça qui est extrêmement important, c'est que le MOOC, ça a ramené l'idée que la plateforme de formation et les contenus de formation ne pouvaient fonctionner séparément. Vous avez tous entendu parler des contenus sur étagère. Pour nous, c'est un terme qu'on nie chez Vodéclic. Pourquoi? Parce que des contenus sur étagère, c'est des contenus qui prennent la poussière, qu'on ne bouge jamais, qui n'évoluent jamais, qui sont dans une même interface, dans un LMS où il y a tout dedans. C'est tout le contraire du MOOC. Le MOOC, c'est des contenus de formation qui vivent, qui bougent, et qui sont sur une plateforme qui interagit avec les contenus. L'ensemble des deux est conçu comme un tout. Alors justement, comment on importe le MOOC en entreprise? Parce que le MOOC, c'est un phénomène dans l'éducation. Qu'est-ce que j'en fais dans l'entreprise? Eh bien, je vais prendre les meilleurs concepts du MOOC et je vais les réappliquer à différents éléments qui structuraient jusqu'à présent ma formation. Et là, vous allez voir que quand on fait ça, on fait un petit peu la révolution de la formation. Il ne faut pas évidemment le faire d'un coup, mais il faut le penser comme un phénomène dans la durée. Alors, j'ai une question sur le MOOC, donc je vais y répondre. Quel est l'intérêt de la solution MOOC publique proposée en France par rapport à une solution privée? Là, la question que vous posez, monsieur, c'est une question qui est en fait une question de modèle économique. La problématique du MOOC, et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être que le MOOC, c'est gratuit. C'est gratuit de rien du tout. Le MOOC, c'est un phénomène de financement qui est soit pris en charge par des grandes universités américaines, soit pris en charge par l'État français avec France Université Numérique, soit prise en charge par les utilisateurs qui payent des certificats ou qui payent l'accès à leur plateforme MOOC. De toute façon, il va y avoir un modèle économique associé. Et donc, pour nous, la question de on va créer une grande plateforme MOOC qui résout tous les problèmes, ce n'est pas l'enjeu des organisations. L'enjeu des organisations aujourd'hui, ça doit être de se dire la formation est en train de radicalement changer. Comment est-ce que je fais de ce dispositif un atout fort, et un atout fort qui va me permettre tout simplement de prendre en compte les avantages du MOOC. Si vous vous dites aujourd'hui,
Moi, ce que je vais dire à mes collaborateurs, c'est d'aller sur la plateforme France Université Numérique et de se former. Vous vous trompez complètement de sujet. Si votre organisation ne gère plus sa formation, au sens n'est plus dans une logique de leadership et de dire « moi, je veux que mes salariés aillent dans telle et telle direction et gèrent un petit peu dans quelle mouvance je cherche à mettre les gens », mais ça n'a plus aucun intérêt. Dans ces cas-là, il faut fermer le département formation et arrêter de faire de la formation. Non, non. Ce qu'il faut faire, c'est créer une dynamique autour d'un apprentissage en autonomie, on va y revenir, mais une dynamique qui s'appuie forcément sur un certain nombre d'éléments que vous mettez à disposition de vos collaborateurs. Alors justement, on en vient au choc frontal entre la formation et le 2.0. Je vous ai fait un comparatif de ce que sont la formation avant le phénomène des MOOC et du 2.0 et ce qu'elle est après. Aujourd'hui, quand vous voulez une formation dans votre organisation, vous la demandez. Vous la demandez d'abord à un manager, qui va ensuite la demander à un responsable formation. Bon, c'est assez basique. C'est assez basique, sauf que dans la logique du MOOC, on est dans la logique du libre accès. Je veux accéder à une formation, j'y accède. Deuxième élément, aujourd'hui, pour avoir une formation dans votre organisation, il faut 6 à 8 mois. Alors certains derrière leur écran hurlent peut-être en disant « mais non, mais moi j'ai mis en place des processus courts, on peut avoir accès à une formation en 4 mois ». D'autres se disent peut-être « ah non, chez moi c'est encore plus long, il faut entre 12 et 16 mois pour y accéder ». L'objectif de ce chiffre-là, c'est simplement de le comparer à l'instantanéité de notre monde. Le MOOC, c'est l'instantané, c'est j'ai besoin d'une formation, j'y accède. Comme j'ai besoin de Facebook, j'y accède. Comme j'ai besoin d'un plan sur mon smartphone, j'y accède. Cette instantanéité, elle est à reproduire dans les dispositifs de formation. Aujourd'hui, vous avez des programmes de formation stricts. Vous vous dites sur quel élément je vais former de manière précise l'utilisateur. Mais dans un processus MOOC, le programme de formation, il est à l'initiative du collaborateur. On l'aide à le formaliser, mais c'est lui qui sait. Je vous donne un exemple. J'ai souvent des responsables de formation qui me disent « Monsieur Morisson, c'est super votre formation sur Excel, mais il y a trop de modules, mes utilisateurs, ils n'ont pas besoin de tout. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Vous leur installez un Excel qui a des milliers de fonctionnalités. Évidemment, ils n'ont pas besoin de tout, mais vous ne savez pas à leur place ce dont ils ont besoin. Et c'est ce que nous on dit, ramener le MOOC au sein des organisations, c'est se dire, je vais ramener des éléments où c'est le collaborateur qui, à son initiative, va pouvoir se former en fonction de ses besoins. Bon, dans un processus de formation traditionnel, vous avez une contrainte d'horaire et de lieu. Dans un processus comme le MOOC, c'est illimité, j'y accède quand je le souhaite. Aujourd'hui, le processus de formation, il passe par une valorisation hiérarchique. C'est votre hiérarchique qui vous dit que c'est bien que vous vous êtes formé et qui éventuellement va vous proposer une mutation ou une augmentation. Alors que quand vous êtes dans un processus type MOOC, vous êtes dans une valorisation du collaborateur. C'est lui qui obtient un certificat, c'est lui qui va le valoriser en interne, c'est lui qui va le valoriser potentiellement en externe. Les processus de formation aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation. Le principe de la formation 2.0, c'est le changement permanent. Votre plateforme, les contenus, tout ce que vous proposez, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Si ça ne bouge pas et si ça ne change pas, les utilisateurs vont se lasser. Et puis enfin, évidemment, aujourd'hui, on forme 2, 3, 4, 5% de la masse salariale chaque année. Avec le phénomène du MOOC, on forme 100% des collaborateurs. Alors, il y a une question complémentaire qui est posée. Comment calcule-t-on le temps de formation avec ces nouvelles méthodes pour la prise en charge OPCA? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vais avoir deux réponses. Je vais avoir une réponse un peu globale et puis ensuite, je vais vous donner des solutions quand même. Ma réponse un peu globale, c'est quand même de dire, vous imaginez quel système on a créé en France. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, comment est-ce qu'on fait avec l'OPCA alors que la problématique, c'est d'avoir des processus de formation plus efficaces. Donc là, on voit les problématiques de la formation réglementée quand même, hein, si je peux me permettre. Deuxième élément, quand même, comment est-ce qu'on fait pour la prise en charge OPCA? Pour la prise en charge OPCA, il faut réussir à proposer des processus qui vont mixer du MOOC et des formations un peu plus cadrées. Donc je vous donne un exemple. Nous, chez Vodéclic, quand vous êtes dans un dispositif de formation Vodéclic, ce qu'on va proposer à l'entreprise, c'est de dire, on va s'assurer qu'un certain nombre de collaborateurs, vous êtes par exemple, je prends un exemple, vous êtes 10 000, on va s'assurer que 50 ou 100 collaborateurs fassent le minimum requis des 7 heures OPCA, et c'est ça qu'on va faire financer par l'OPCA. Essayez de dire à une population de 10 000 personnes, ces 10 000 personnes vont tous faire 7 heures de formation en bureautique ou dans n'importe quel sujet, c'est illusoire à distance. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut prendre les choses de façon différente, et il faut les prendre en les adaptant et en étant un petit peu sioux par rapport au système. Ah, très bonne question là que j'ai. Comment est-ce qu'on fait adhérer les collaborateurs à ce nouveau mouvement? Eh bien, vous allez voir qu'on a un certain nombre de solutions chez Vodéclic innovantes à vous proposer là-dessus, donc je vais vous les présenter. Mais vous allez voir que toutes ces solutions, elles reprennent un élément clé.
respecter ce que c'est que le 2.0. Respecter ce que c'est que le 2.0, c'est appliquer toutes ces règles. Et je suis sûr que déjà, si vous vous dites, est-ce que dans mon organisation on applique toutes ces règles? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce n'est le cas. Et deuxième élément, quand bien même ce serait en partie le cas, il y a plein de freins qu'il faut faire sauter, et je vais vous expliquer ensuite comment on fait. Alors il y a une autre question. Il faut attendre aussi pour un MOOC qui a sa date de début. Ça dépend du type de MOOC, monsieur. Ça forcément. Il y a des MOOC en effet où c'est des processus de formation en live, en synchrone, où je suis d'accord avec vous, il y a une date de début. Mais je vous inviterai tous, si vous le souhaitez, à la suite de la conférence, on vous proposera de tester la solution Vodéclic. Je vous assure que sur la solution Vodéclic, où on est un MOOC sur le digital, il n'y a pas de date de début et pas de date de fin. Ensuite, ça dépend du type de MOOC et de la manière dont il est organisé et structuré. Dans un MOOC traditionnel, bon, au sens, je vais me former à un diplôme complet, en effet, il y a une date de début. Dans plein d'autres, il n'y en a pas. Alors, nous, ce qu'on propose et ce qu'on dit, c'est qu'avec Vodéclic, vous avez l'occasion de lancer un MOOC sur le digital en mettant et en répondant à la logique de la place centrale des outils. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut savoir que les formations sont peu nombreuses. Hein. En moyenne, aujourd'hui, en France, on accède quand même assez rarement à de la formation en bureautique. Les outils sont en perpétuelle évolution. Je vous l'ai dit, ils sont dans les nuages, les outils, LinkedIn, Facebook, Google, il n'y a plus de versionning. Une fois que vous avez un outil qui évolue tous les 3 ou 6 mois, quand j'ai accès rarement à la formation, ça pose un souci. Troisième point, les compétences bureautiques, elles sont extrêmement volatiles. Vous apprenez le tableau croisé dynamique avec le meilleur formateur du monde. De toute façon, au bout de 3 ou 4 semaines, il ne vous en restera pas grand-chose. Les compétences étant volatiles, la logique d'apprentissage final d'une compétence ne peut pas se poser. Il faut réapprendre en permanence. Il y a évidemment un choc frontal avec la formation en présentiel. Je suis passé sur des outils 2.0, j'y ai accès à distance, j'y ai accès en smartphone, etc. Et ce qu'on me propose, c'est de me former de temps en temps en présentiel. Voilà, vous imaginez bien que là, il y a un hiatus fort avec les éléments, avec ces éléments d'évolution de contexte. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez en moyenne, tous les combien de temps on accède à une formation en bureautique aujourd'hui en France? C'est les statistiques de la DARES sur le sujet. N'hésitez pas avec le module question à me répondre sur combien vous pensez en moyenne, quel temps il faut entre 2 formations en France pour se former à la bureautique. Il faut attendre combien de temps dans une entreprise? Je sais pas, il faut 5 ans pour avoir accès à une formation bureautique. Entre 2 formations bureautiques, il faudra attendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, dites-moi. Alors j'ai des premières réponses, j'ai quelqu'un qui me dit 12 ans, très bien. J'ai quelqu'un qui me dit 3 ans, bon, très bien. J'ai quelqu'un qui me dit 7 ans. Eh bien, la vraie réalité, c'est qu'il faut 18 ans aujourd'hui pour accéder à une formation bureautique. 18 ans, entre 2 formations bureautiques en moyenne en France. Je vais vous demander de faire un petit effort. Vous fermez les yeux et vous essayez de vous projeter sur ce qu'était votre ordinateur ce merveilleux 29 avril 1996. Voilà l'actualisation moyenne des compétences bureautiques aujourd'hui en France. Compliqué quand même. J'ai quelqu'un qui me disait 2 ans. Bon, en plus, vous voyez que c'est une situation qui est beaucoup plus dure. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais moi dans mon organisation on fait mieux, c'est pas une fois tous les 18 ans, etc. Oui, je sais, j'ai l'habitude de ce type de réponse. Franchement, aujourd'hui en moyenne, dans les organisations qui font pour le mieux du mieux, on est une fois tous les 10 ou 12 ans. Et une fois tous les 10 ou 12 ans, ça nous ramène quand même ce merveilleux 29 avril 2002 ou 2004, c'est quand même il y a bien longtemps. Alors, j'ai une nouvelle question sur les OPCA. Ce que je vous propose sur les OPCA, c'est que j'y reviendrai plus en détail en fin de conférence. Ce sera plus facile pour moi d'y répondre plus en détail. Alors, quelles exigences à avoir quand on cherche un e-learning bureautique 2.0, un MOOC sur la bureautique et le digital? Il faut avoir les exigences suivantes. Il faut que l'individu soit au centre du dispositif, que ce soit lui qui décide sur quel sujet il peut se former. Il faut que ce soit une formation qui rentre dans le quotidien du collaborateur. On me demandait tout à l'heure comment on séduit le collaborateur. Mais on séduit le collaborateur en répondant à son besoin. Et son besoin en bureautique et sur le digital, c'est « et mince, comment je fais ça? Comment je fais ci ?» Avoir des réponses claires et précises, rapides. Aujourd'hui, vos collaborateurs, ils perdent en moyenne 30 minutes par semaine parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à des questions précises. Ils demandent aux voisins, ils demandent à un collègue, etc. Ça, c'est un sujet clé pour leur apporter une réponse en termes de motivation. Il faut un catalogue qui soit exhaustif aussi sur les outils. Il faut couvrir tous les outils sur le digital. L'accessibilité, elle doit être multiple sur tous les devices, smartphone, PC, Mac. Le licensing, l'accès à la solution, elle doit être illimitée.
Si je mets en place une solution et à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel, il faut que je paye en plus, vous ne déploierez jamais un catalogue global. Si vous ne déployez pas un catalogue global, vous ne répondrez pas aux problématiques de vos utilisateurs. Il faut que la solution elle soit évolutive. L'évolutivité d'une solution en bureautique et sur le digital, mais dans tous les processus e-learning, c'est indispensable. Et trop rarement, vous avez des processus évolutifs. Le nombre de e-learning qui sont mis en place et qui ne bougent pas dans les 3 ans de leur mise en place, c'est considérable. Il faut que ça évolue au contraire en permanence et que ce soit très dynamique. Il faut enfin proposer un dispositif de consumérisation. Je vais y revenir en détail derrière, mais ça répondra fondamentalement à votre question de la motivation. Comment je motive des gens? Eh bien, il faut que vous vous posiez la même question de comment est-ce que Facebook a motivé des gens à utiliser Facebook. Comment est-ce qu'on est parvenu dans les organisations à faire utiliser à des gens du CRM, de nouveaux outils informatiques? Il faut les séduire, il faut que ça leur apporte des plus, mais je vais vous décrire un processus tout à l'heure qui répond fortement à cet enjeu-là. Et puis enfin, évidemment, dans la logique du MOOC, il faut être sur la logique de la communauté d'apprentissage, le social learning, qu'est-ce que je peux amener sur cette dimension-là, et je vous en donnerai un autre exemple juste derrière. Alors la consumérisation déjà. La consumérisation chez Vodéclic, c'est notamment le switch horaire. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Cette invention, c'est un principe qui consiste à dire on va changer le catalogue en fonction des horaires. Du lundi au vendredi de 8h à 18h, on va donner accès au logiciel professionnel. Office, le système d'exploitation et tout autre logiciel professionnel que doivent utiliser vos collaborateurs. Ça peut être Photoshop, Illustrator, InDesign ou d'autres choses. Le soir et le week-end, ils n'ont plus accès à ces logiciels professionnels et ils n'ont accès qu'à des logiciels personnels. Skype, Facebook, Twitter, la photo numérique, la musique numérique, etc. etc. Pourquoi est-ce que les entreprises avec qui on travaille font cela? Elles font cela pour 4 bonnes raisons. La première qui n'est pas écrite là-dessus, mais qui revient à ce que je vous ai dit précédemment, chez Vodéclic, ça ne change rien au coût. Bon, ça c'est une première bonne raison, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça permet d'assurer le succès du dispositif en disant aux collaborateurs, moi je vous offre de la formation sur vos outils personnels. Elle est offerte. Le fait qu'elle soit offerte, cette formation à titre personnel, elle va vous permettre donc de dire aux collaborateurs un message positif sur le e-learning. Deuxièmement, vous allez rassurer le management. C'est-à-dire que vous allez expliquer au management que pendant les heures de travail, les gens ne peuvent pas se former à autre chose que les usages professionnels. Troisième élément, vous allez disposer du support de vos syndicats. C'est-à-dire que vos syndicats vont adouber, excusez-moi, le processus en étant dans une logique de social learning, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, il y a une partie sociale qui est développée à l'entreprise, l'entreprise offre des formations à titre personnel, il n'y a pas de confusion entre vie privée et vie professionnelle, donc je soutiens le dispositif. Alors, il y a une petite remarque d'une formatrice bureautique. Une bonne formation en bureautique doit rendre autonome par rapport aux versions changeantes. Cela se fait en collant avec les besoins métiers et non avec les interfaces des outils. Je vais me permettre d'être à la fois d'accord et en désaccord avec vous. Oui, bien sûr qu'une bonne formation bureautique, ça doit permettre de s'autonomiser sur des versions. Mais en même temps, on est dans un monde où la question n'est plus l'autonomie des versions, d'accord? Parce qu'on a 2 phénomènes qui ont changé. On a démultiplié le nombre d'outils. Donc quand vous avez 20 à 25 outils différents avec des nouveaux usages, il faut découvrir ces usages. Et deuxième élément très important et à prendre en compte, c'est que comme les versions sont de plus en plus fréquentes, les ajouts et les opportunités, les utilisateurs ne les voient pas nécessairement. Et c'est ça qui est très important, c'est que dans un logiciel bureautique, il n'y a pas 100-150% des 100% des fonctionnalités utilisées, il y en a 15 à 20%, et il y a plein de nouvelles opportunités aussi à découvrir. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme de e-learning bureautique 2.0? Tout simplement pour faire comprendre que chez Vodéclic, on applique cette logique du 2.0 à la formation, on change les pratiques de la formation et de la façon dont elle fonctionne. Je pense que j'étais assez clair là-dessus en vous montrant comment on s'inspirait du mouvement à la fois des MOOC et de l'organisation 2.0 pour apporter un changement fondamental sur le prisme de la formation. Voilà. Et puis parce que, également, et ça quand même c'est important, chez Vodéclic, on dispose d'un catalogue qui permet de répondre aux enjeux de la bureautique 2.0, c'est-à-dire pas simplement de Word, Excel, PowerPoint et Outlook, mais d'un peu plus de 350 logiciels sur tous les sujets. Si je continue sur le e-learning 2.0, le e-learning 2.0, c'est aussi un e-learning qui est mis en accès un petit peu partout dans votre entreprise, qui devient un outil dans l'organisation. Alors je sais, certains d'entre vous disposent d'un LMS, et donc vont me dire, ouais, ce qui est important, c'est de mettre Vodéclic dans le LMS. C'est vrai.
faites que vos déclics soient dans le LMS, c'est bien. Mais il faut qu'ils soient ailleurs. Il faut aussi qu'ils soient interconnectés avec des outils Web 2.0. Donc par exemple, si certains d'entre vous utilisent au sein de leur organisation une messagerie Gmail de Google, on peut s'interfacer avec Gmail automatiquement. Vous avez peut-être un réseau social d'entreprise. Si vous avez un réseau social d'entreprise, il sera bien d'avoir des formations dans votre outil e-learning sur ce réseau social d'entreprise, et puis ce sera bien que les collaborateurs puissent communiquer dans le réseau social d'entreprise avec vos déclics. Il y a des experts. Il y a plein d'experts dans notre organisation qui sont sollicités en permanence sur des usages bureautiques. Et il y a un deuxième expert qui est d'ailleurs sollicité comme ça, le helpdesk. C'est pour ça que vos déclics, on a développé un outil spécial qui permet à ces experts au helpdesk, à travers un module tutorat, d'envoyer des modules vos déclics répondant précisément aux questions des utilisateurs. Le constat il est simple. Aujourd'hui, 15 à 20% des appels au helpdesk sont des appels qui derrière une affaire technique, se cache une affaire d'usage. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est que le helpdesk ou ses experts puissent envoyer des modules répondant aux questions des gens en ayant simplement à sélectionner les modules et pas simplement à expliquer pendant 20 ou 25 minutes au téléphone ou en présentiel comment ça fonctionne. Et enfin, il y a toute la place de l'informel et de comment on s'appuie sur l'informel pour faire rentrer ces interactions. Alors, il y a plusieurs questions auxquelles je vais maintenant répondre. Hein. Je passe à partie questions-réponses de ce webinaire. Donc, alors, je vais y répondre et puis vous n'hésitez pas à en poser d'autres. Hein. Là, il nous reste de toute façon un quart d'heure, donc on a le temps. Alors, quel est l'intérêt d'un LMS ou d'une LMS? Elle paraît déjà intégrée dans vos déclics. Vos déclics, on est en effet une plateforme spécialisée d'apprentissage sur le digital et on couvre tous les enjeux autour du digital. Le LMS aujourd'hui, en fait, a été développé pour deux éléments clés. Premier élément clé, il a été développé parce que ça permettait d'avoir un point d'entrée unique dans les organisations. Ça, je pense que c'est un avantage qu'il est en train de perdre progressivement, puisque, comme je vous l'ai décrit, on a de plus en plus de facilité à s'interconnecter aujourd'hui à des services informatiques, et donc que c'est un point qui est moins vrai avec le temps. Le deuxième intérêt majeur du LMS, c'est de centraliser votre reporting. Beaucoup d'organisations qui utilisent principalement le LMS parce que ça va leur permettre de centraliser dans leur système d'information RH toutes les formations suivies par les collaborateurs, sur quels sujets ils se sont formés, etc. Tout en un même point d'accès. Là où si vous utilisez des plateformes séparées, vous aurez X reporting. Mais là, encore une fois, c'est une affaire de taille d'organisation, de problématiques associées et de ce qu'on cherche à faire. Donc nous, le LMS, on s'interface dedans, on a plein de clients qui ont des LMS, et puis on a plein de gros clients aussi qui ont choisi de ne pas avoir de LMS. C'est un choix. Alors, il y a une autre question qui, elle, porte sur les OPCA. Comment on explique tout ça aux OPCA? En fait, pour expliquer tout ça aux OPCA, il ne faut pas que vous leur expliquiez que vous allez lancer un dispositif qui va former l'ensemble de vos collaborateurs en illimité et il ira qui voudra. Ça, si vous expliquez ça à l'OPCA, jamais de la vie ça fonctionnera. D'accord? Donc, pour que ça fonctionne, il faut que vous fassiez des conventions de formation, qui soient des conventions de formation qui portent sur un nombre restreint de collaborateurs, auprès desquels vous allez vous assurer qu'ils fassent leur starter de formation, avec une plateforme Vodéclic qui va vous générer des attestations de formation, et donc vous allez faire porter les coûts de la formation sur un groupe restreint d'utilisateurs qui vont réellement se former. Et ça va vraiment être extrêmement importante. Alors, j'ai une autre question, donc je vais vous la lire, ou plutôt une affirmation, qui me dit je suis d'accord avec votre approche sur le e-learning 2.0, mais votre référence au MOOC me semble largement usurpée. Alors, monsieur, je vais me permettre de ne pas être d'accord avec vous. Ça dépend de la manière dont vous définissez le MOOC. Si vous définissez le MOOC comme un phénomène qui touche l'éducation supérieure et qui cherche à former massivement des étudiants en ligne, là je suis d'accord, on n'est pas un MOOC. On n'est pas du tout un MOOC. Pourquoi on n'est pas un MOOC? Parce que je ne suis pas une université. Les formations sont réalisées par des formateurs internes, mais pas les professeurs de grandes écoles. Donc nous ne sommes pas un MOOC si vous lisez les choses comme ça. Si vous le lisez d'une autre façon, c'est-à-dire que si vous le lisez en vous disant « mais non, le MOOC c'est un certain nombre de phénomènes structurants qui vont modifier l'organisation de la formation », eh bien dans ce cas-là, évidemment que Vodéclic répond à ces enjeux-là. On développe d'ailleurs plein de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme qui vont arriver, permettant aux utilisateurs de générer un diplôme, permettant aux utilisateurs de partager ensemble de la connaissance. Et pour moi, le phénomène du MOOC, il reflète le phénomène du 2.0. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, c'est notre vision chez Vodéclic.
Donc j'ai une question sur Vodéclic proposera-t-elle des MOOC à l'avenir? Ben, c'est ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que la plateforme Vodéclic va de plus en plus reprendre un certain nombre de caractéristiques du MOOC qui font leur force, mais ensuite, est-ce qu'on sera un MOOC ou pas un MOOC? Là, c'est une affaire de définition marketing. Est-ce qu'on commercialise des modules de test sans avoir à utiliser tout le logiciel? Non, le licensing Vodéclic est toujours une licence d'accès à l'intégralité du catalogue. Donc, on peut forcer l'utilisateur à passer un test, mais on ne commercialise pas tout cela. Une question sur la notion de diplôme qu'on va proposer. Donc, si vous voulez, l'idée qu'on a, et qui arrivera d'ici la fin de l'année, c'est de permettre à l'utilisateur de se générer un badge qui va lui permettre de dire « Moi, je me suis bien formé chez Vodéclic tant d'heures, j'ai obtenu telle note si j'ai obtenu une note, et je vais pouvoir publier ce badge dans une base publique où les utilisateurs pourront y accéder quand ils le souhaiteront. » Un clic, et ils ont accès à cette base publique. Donc ils pourront comme ça le communiquer à des responsables de formation en interne, mais également à des gens qui chercheraient à les recruter sur leurs réseaux sociaux, etc. Alors, merci pour toutes ces questions, hein, c'est passionnant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Intégrez-vous la possibilité de synchrone, donc d'apprentissage synchrone sur la plateforme? Oui, on l'intègre, donc on applique nous des logiques de blended learning en effet dans un certain nombre de cas. Cette logique de blended learning, elle s'appuie notamment sur des centres de formation partenaires qui assurent du suivi et du tutorat. Mais l'idée qu'on a, si vous voulez, chez nous, c'est de dire, quand vous cherchez à former une population de 10 000, 20 000, ou 1000 ou 500 personnes à la bureautique, en général, vous en avez 5 à 10% qui vont avoir besoin d'un suivi précis lié à des objectifs au plan de formation, et vous en avez 95% sur lequel en général vous ne faites rien aujourd'hui, et sur lequel il faut ouvrir un libre accès. Et par contre, faire vivre les deux dispositifs, c'est un dispositif particulièrement intelligent et qui va permettre d'assurer la transition vers du tout e-learning. Comment on s'assure que la personne qui a fait le test est bien celle qui a fait le test? La confiance, 1, et 2, c'est tout. Et donc vous pourriez vous dire, ouais mais là attendez, c'est pas une certification, etc. Oui en effet, si vous voulez une certification, etc., il faudra faire passer cette évaluation en salle avec un contrôle d'identité, etc. Aujourd'hui, les technologies d'authentification sur Internet sont ce qu'elles sont. Donc, l'objectif pour nous n'est pas de dire, voilà, j'ai un certificat Vodéclic qui fait que c'est un diplôme reconnu par l'État français, etc. Non, c'est, oui, on démontre que vous avez passé 8 heures sur la plateforme sur Excel, que vous avez passé telle logique de formation, que vous avez eu telle note. Il y aura toujours éventuellement des tricheurs, mais ce qui compte, ce n'est pas les tricheurs, ce qui compte, c'est les 95% de gens qui sont honnêtes et qui vont pouvoir profiter de ce système pour valoriser leurs compétences sur le digital. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous laisse une minute pour poser d'autres questions éventuellement s'il y en a. Je tiens déjà à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui ces éléments-là. Voilà. Et puis donc on va passer à la fin du webinaire. Donc suite au webinaire, on va vous envoyer la présentation et toutes nos coordonnées. Il ne faut pas que vous hésitiez à consulter notre blog pour d'autres informations sur blog.vodéclic.com. On reste évidemment à votre disposition. Donc si vous souhaitez avoir des accès à la plateforme et des démonstrations, il n'y a aucun souci, on pourra en discuter ensemble. Hop, et je vous invite à visiter notre site internet également, business.vodéclic.com, si vous avez d'autres besoins d'informations, mais on vous recontactera de toute façon. Dernière question que je prends, qu'est-ce qu'on appelle le co-apprentissage? Chez Vodéclic, on appelle le co-apprentissage la possibilité pour les apprenants d'apprendre ensemble sur la plateforme. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, sur lequel on n'a jamais voulu aller sur des choses trop simples. Il y a des gens qui vous font du co-apprentissage en faisant un forum, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on est en train de travailler sur des éléments de partage et d'apprentissage commun entre les apprenants. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est des éléments qui sont en R&D chez nous. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, de toute façon, vous pourrez rééchanger avec nos équipes à la suite du webinaire. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Oui, merci beaucoup pour la présentation, une excellente présentation de Monsieur Morrison, Gabriel Morrison. Merci à vous tous d'être venus. Vous allez trouver l'information sur ce webinaire ainsi que l'enregistrement
et aussi les autres, les futurs événements organisés par le site Bisoko. Vous allez tout trouver sur notre site dans l'anglais, les conférences. Encore une fois, merci à tous et Bisoko, l'équipe de Bisoko vous souhaite une excellente journée.